Air Liquide, est-ce que c'est une opportunité au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce à cette vidéo et vous pouvez également rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Allez, à la fin, je vous donnerai mon avis sur Air Liquide. Donc là, je suis sur Fiscal AI où vous avez 15% de réduction sur l'abonnement annuel via le coupon dans le commentaire épinglé si vous voulez avoir accès au logiciel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Air Liquide, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les gaz industriels et médicaux. Bon, c'est une boîte mondialisée. On est en Europe, en Amérique, aux Amériques, en Asie, en Afrique, etc. Donc, en fait, c'est complètement mondialisé comme entreprise. On est sur un marché qui est maintenant un oligopole entre quelques gros acteurs qui se partagent les parts de marché. Ça commence à être mature quand même. On va regarder le niveau donc l'évolution du prix de l'action. Il y a 10 ans, on était à 64 €. Actuellement, on est à 156, un petit peu moins que x3 en 10 ans. Bon, c'est pas si mal, c'est honorable, on va dire, comme performance. Ça a quand même décroché récemment, depuis mai 2025, alors qu'avant, bon, ça arrive en fait. De temps en temps, on voit qu'il y a des décrochages de temps en temps. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière de long terme. Au niveau de l'évolution de la market cap, on va avoir à peu près la même trajectoire. Ça passe de 32 milliards, c'était déjà une large cap il y a 10 ans. Maintenant, on est à 90 milliards. Donc, on est passé brièvement dans le club des 100 milliards de capi, c'est-à-dire dans le top 10 du CAC 40. Ils sont toujours dans le top 10 de mémoire, mais bon, voilà, ils sont en dessous des 100 milliards. Si vous aviez investi 10 000 € il y a 10 ans, vous auriez actuellement 30 000 €. Donc, ce qui est pas mal comme performance, on va dire. C'est pas incroyable, mais c'est pas si mal et surtout, il y a pas trop de volatilité, dans cette, action, soit de temps en temps. Alors il y a des crashs ici, mais ça, c'est plutôt, des crashs de marché. Là, ici, en 2022, c'est évidemment la période inflationniste. Toutes les valeurs de croissance se sont effondrées, donc il y a pas de raison qu'Air Liquide ne se soit pas effondré. Là, c'est plutôt, on va dire, une augmentation de la prise de risque globale au marché, pas spécifique à Air Liquide et là, ici, pareil, en 2020. Sinon, en fait, on est sur une action qui est pas trop volatile. Ça, c'est intéressant. Au niveau de l'actualité récente, bon, on a, surtout une finalisation de l'acquisition de DIG Airgas en Corée du Sud. Ça avait été annoncé à la fin de l'année. Donc ils ont, quand même, émis 2,150 milliards d'obligations pour acheter cette entreprise. C'est pas rien, ça monte un peu la dette de l'entreprise. On va aller voir ça après. Ils poursuivent leur stratégie de décarbonation pour acheter du gaz, alors c'est plutôt, pardon, l'électricité décarbonée avec des Power Purchase Agreements. Ça, ce sont des contrats de long terme, pluriannuels, 3 TWh. Donc ça va leur permettre, en gros, de un peu verdir et d'améliorer leur note ESG. Bon, c'est plutôt anecdotique, je pense. Les résultats annuels tomberont le 20 février. Il y a eu des investissements en Chine pour 25 millions d'euros. Une cession dans une activité, à mon avis, qui est moins rentable. Et puis, ils continuent dans leurs investissements dans de l'hydrogène à bas carbone. Bon, voilà, ça fait quelques news récentes. Allez, on va sur Coifin, logiciel d'analyse. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez le lien en haut à droite de l'écran. Le prix de l'action, on a déjà vu ça. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires. On voit que sur 10 ans, la médiane, c'est 3,3%. Voilà, c'est un marché mature. Et ça inclut évidemment des acquisitions. Donc, il n'y a plus beaucoup de croissance sur Air Liquide en réalité. On voit qu'on a eu une période de décroissance ici, sur 2023-2024. Actuellement, ça repart un petit peu. Alors, ici, on s'arrête à juin 2025. Je rappelle que les sociétés françaises, malheureusement, ne publient pas l'intégralité de leurs comptes de résultats tous les trimestres. Elles publient en général un point d'activité sur le Q1 et le Q3. Bon, ben là, en fait, le logiciel, lui, il prend que les comptes de résultats complets. Donc là, à juin 2025, on est sur un redémarrage de la croissance à 1,5%. On a fait 46 milliards d'acquisitions depuis 10 ans. Donc, ils continuent à faire des petites acquisitions, on l'a vu. La dernière étant à 2 milliards, elle n'est pas encore incluse là-dedans. Donc, c'est une boîte qui fait de la croissance surtout externe maintenant, vu que c'est un marché qui est mature, qui est en consolidation. Il n'y a plus beaucoup de croissance organique. Au niveau des taux de marge, taux de marge brute à 63%, on est presque revenu au record de 2020. Là, ça nous montre que l'entreprise a du pricing power, a un avantage concurrentiel. Donc, alors je connais pas assez bien l'entreprise pour savoir quel est l'avantage concurrentiel spécifique. J'imagine économie d'échelle, savoir-faire technique. Il y a aussi de l'effet enfin, ils ont un réseau de distribution aussi mondialisé, donc ça doit les aider. En tout cas, à ce niveau-là, ça montre qu'ils ont vraiment un vrai pouvoir de fixation des prix. Taux de marge d'EBITDA au plus haut absolu ou au plus haut de 10 ans. On va regarder sur 20 ans, on est au plus haut, donc je pense qu'on est au plus haut absolu. Ça, c'est très bien.
Là, ils ont vraiment, ils sont optimisés au niveau opérationnel, c'est très, très bien et on voit qu'ils ont même compensé en 2022 la baisse du taux de marge brute par de l'efficience opérationnelle puisqu'on voit que ça a moins baissé côté taux de marge d'EBITDA. Donc ils sont très, très forts, hein, sur les opérations. 27, allez 28 de taux de marge d'EBITDA, c'est exceptionnel. Le taux de marge net, lui, il suit bien, 12,5. C'est presque un taux de marge du niveau de luxe, hein, alors qu'on est sur une boîte qui est quand même industrielle. Il y a les free cash flow, bon, ils sont régulièrement en dessous des résultats nets. On va aller voir ça juste après. Globalement, les marges sont impeccables sur Air Liquide. C'est très propre, hein, très très propre. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, il y a plus de bénéfices nets que de free cash flow, mais la différence n'est pas énorme, hein, ça doit être 5%. Le besoin en fonds de roulement, il est négatif. La variation de ce besoin en fonds de roulement, c'est 3,3 milliards 34 sur 10 ans en variation négative, c'est excellent. Alors attention que ça, depuis 2022, par contre, ça remonte un petit peu. Ils ont des variations positives. Bon, toujours dit qu'ils sont en besoin en fonds de roulement négatif. C'est pas un modèle d'affaires qui est structurellement en besoin en fonds de roulement négatif, style grande distribution, style ingénierie. Là, c'est plutôt que leur taille fait qu'ils imposent les délais de paiement à leurs clients et à leurs fournisseurs et ils ont une bonne gestion des stocks. Donc, très très bien, hein. Pas besoin d'immobiliser du cash dans les opérations pour faire tourner les opérations, justement. Et donc, ça fait baisser un peu l'endettement, hein. Ça utilise la dette nette. Donc, c'est très 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 bien. Au niveau des dotations aux amortissements face au CAPEX et aux autres éléments non cash, on a du CAPEX en excès par rapport aux dépréciations amortissements. Donc l'entreprise continue d'investir dans son appareil productif pour la croissance organique. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal s'il y a de la croissance organique derrière. Bon, moi, ça me semble être un peu moins le cas, mais bon, évidemment, ils connaissent bien leur marché, ils savent ce qu'il faut investir. Donc, tant qu'il y a de la croissance organique, un petit peu, en tout cas, ça vaut le coup de continuer à faire des CAPEX. Il y a 15 milliards d'autres éléments non cash, donc ça, il faut aller voir dans le tableau de flux de trésorerie de quoi il s'agit, mais 15 milliards sur 10 ans, c'est pas exceptionnel. C'est pas énorme comme somme. Donc, voilà, et ça nous explique pourquoi on a un peu plus, c'est surtout les CAPEX en fait, qui vous expliquent pourquoi on a plus de bénéfices nets que de free cash flow, même si on est aidé par la variation négative du BFR. Donc, bon, pour valoriser les fonds propres de l'entreprise, il va mieux utiliser le price to free cash flow. À l'ailleurs, on peut utiliser le price earning aussi, c'est pas très différent en fait, tout ça. Allez, on va aller regarder la rentabilité opérationnelle, le rendement des capitaux investis. Hop, on est sur une médiane de 8,5%, ce qui est pas si mal pour une boîte industrielle, mais depuis 2022, là, on part complètement dans les nuages, hein, c'est très bien. On est à 11% de moins des capitaux investis. Superbe amélioration de la rentabilité. Qu'est-ce qui peut vous expliquer cette amélioration de la rentabilité? Il peut y avoir plusieurs choses. La hausse du taux de marge d'EBIT, puisque au numérateur, c'est le résultat d'exploitation, ou EBIT en anglais. Donc si voilà, hein, on voit que le taux de marge d'EBIT est en augmentation. Vous avez aussi une baisse éventuelle de la fiscalité, c'est pas le cas. Et vous avez aussi une amélioration de la rotation du capital investi, c'est-à-dire chiffre d'affaires sur capital investi. On n'a pas la métrique ici. Je pense qu'au niveau de la rotation du capital investi, c'est marginal. C'est surtout cette forte amélioration du taux de marge d'EBIT qui fait que, eh bien, on arrive à booster le rendement des capitaux investis. À ce niveau-là, on va aller voir le coût moyen pondéré du capital d'un fiscal AI après, mais à ce niveau-là, on crée de la valeur, hein, sur Air Liquide, aucun problème. Ça explique pourquoi on a une hausse assez structurelle du cours de l'action, puisque là, le différentiel entre le ROIC et le WACC, il est positif, donc bah, forcément, ça vous crée de la valeur en tant qu'actionnaire. Ensuite, l'endettement, alors c'est bien, il est en baisse structurelle depuis 2016. Avec une hausse structurelle de l'EBITDA, donc le ratio dette nette sur EBITDA est en baisse structurelle, c'est très très bien. On n'est plus endetté qu'à aller 1,5 fois l'EBITDA. Alors attention, par rapport au free cash flow, par contre, ça fait presque 3 fois. Ça fait presque, pardon, plus, hein, ça fait 4 fois les free cash flow. Bon, ça reste un niveau qui est complètement soutenable. Donc la dette est complètement maîtrisée sur Air Liquide. C'est pas si mal. Je pense que même à ce niveau-là, ils sont plutôt confortables avec ce niveau d'endettement, hein. Il n'y a pas besoin de rembourser en anticipation cet endettement. Je rappelle que quand vous êtes endetté jusqu'à un certain niveau, ça optimise votre coût moyen pondéré du capital. Donc ça vaut le coup d'avoir un petit peu de dette quand même. Allez, au niveau de la rémunération d'actionnaire, hop, dividende en augmentation structurelle. Donc on est sur un free cash flow de 2,750 milliards, un dividende de 1,950 milliards. On verse un peu plus de la moitié des free cash flow quand même, hein. On verse 65% des free cash flow comme ça à vue d'œil en dividende. Donc bon, ça reste soutenable à ce niveau, hein, il n'y a pas de problème.
On est sur des actions qui sont en augmentation et en fait, ça, c'est le fruit de leur, politique de rémunération d'actionnaire. Donc vous avez des actions gratuites quand vous êtes actionnaire de plus de 2 ans chez Air Liquide. Ce sont des nouvelles actions qui sont émises. Moi, je trouve que c'est pas incroyable comme façon de faire parce que, bah, ça dilue, en fait, les actionnaires. Donc ceux qui sont en place, en fait, bon, s'ils sont fidèles, ils reçoivent des nouvelles actions. Donc au final, ils font un peu du surplace. Par contre, ceux qui sont, des actionnaires, pas récents, eux, ils sont pénalisés puisqu'ils souffrent de la dilution sans avoir, les nouvelles actions émises. Donc c'est neutre, en fait, ces nouvelles actions, on va dire c'est à peu près neutre. Allez, c'est pas vraiment neutre, ça a quand même un intérêt pour les actionnaires qui sont là depuis plus de 2 ans. Mais par contre, pour ceux qui sont les actionnaires récents, bah, ils souffrent de cette dilution malheureusement. Avec ce niveau de dividende et cette, petite dilution, on est sur, 2,2 de rendement de l'actionnaire en excluant le désendettement. Bon, je trouve que c'est pas incroyable en fait, parce que et c'est pas parce qu'ils sont radins au niveau du dividende, hein. Nous, on a vu que c'est quand même un payout ratio qui est, en termes de free cash flow, qui est quand même supérieur à 50, donc ça, ils font ce qu'il faut. Non, c'est qu'en réalité, l'action est peut-être un peu chère, vu la croissance qu'il y a. Il y a pas beaucoup de croissance, n'avoir que 2,2 de rendement du dividende, moi ça me pose question quand même. Au niveau de la valorisation justement, on va regarder ça en valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, la médiane c'est 14. Actuellement, on est à 13. Donc le multiple est en train de se dégonfler et moi je pense que c'est à juste titre et je pense d'ailleurs que alors on est sur 5 ans là, pardon, on va se mettre sur 10 ans. Ouais, donc sur 10 ans, on est à peu près, à la médiane, on va dire. Mais je pense que ce multiple, il va continuer à se dégonfler malheureusement, même si on a des résultats qui sont positifs parce que la croissance est en train de diminuer. Donc je pense qu'on est un peu surévalué en fait, hein, sur Air Liquide et ce niveau de comme c'est une action qui est très détenue par les particuliers, je pense qu'il y a cet aspect survalorisation, qui est généré par les particuliers en fait et le multiple est trop élevé. D'ailleurs, on va aller comparer ça sur, Fiscal AI par rapport à l'industrie. Comment est-ce que c'est valorisé? Alors il faut faire attention et comparer ce qui est comparable. Bon, je connais pas assez bien l'industrie pour savoir si tout ça est comparable, mais en tout cas, c'est le même secteur d'activité. Je sais que Linde est le concurrent principal. Il est 2 fois plus gros que Air Liquide. Le rendement des capitaux investis des 2, alors ça, c'est calculé par Fiscal AI, donc ils n'ont pas la même, façon de calculer avec Coifin. Mais en tout cas, ici, tant qu'on est cohérent, dans la façon de présenter, ce calcul entre les entreprises de l'industrie, on est bon. On voit qu'on est d'après Fiscal AI, on est sur les mêmes, rendements des capitaux investis entre Linde et Air Liquide. Par contre, Linde, lui, est très chèrement valorisé, à 17 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Il ne faut pas oublier qu'ils sont cotés aux États-Unis. Les multiples sont quand même plus élevés aux États-Unis. Ce qu'il faut regarder aussi, est-ce qu'on a, la croissance qui est similaire? Si on regarde la croissance sur 5 ans, on voit que finalement entre Linde et Air Liquide, ouais, on est à peu près la même chose, hein. Et sinon, on a le japonais qui est beaucoup plus petit, ouais, c'est pas vraiment comparable. Donc si on se base sur cet aspect-là, en fait, peut-être que en fait, Air Liquide n'est pas, surévalué, en tout cas par rapport à Linde. Moi, je trouve que par rapport à son historique et au ralentissement de la croissance, même Linde, à mon avis, est surévalué, en fait, et l'industrie, globalement, est un peu surévaluée. Je peux me tromper, évidemment. Si vous voulez, faire une valorisation en intrinsèque, vous pouvez le faire sur Fiscal AI. Ici, ça prend les estimations des analystes. Alors, il n'y a jamais la croissance, sur les 2 dernières années, donc là, vous devez rentrer vos hypothèses de croissance. Moi, je suis pas fan de DCF, hein, je sais pas, moi, je fais pas des valeurs de croissance. Je trouve que les DCF, c'est un peu trop aléatoire, mais parfois, vous avez pas le choix. Quand vous avez des boîtes qui sont pas rentables et donc sur lesquelles vous devez faire des projections. Bon, sur Air Liquide, on a quand même de l'historique, on peut faire une valorisation via les multiples. Bon, ce qui est intéressant, en tout cas dans cet écran à regarder, c'est, ce qui est estimé par les analystes, concernant le coût des capitaux propres. Donc on voit que le coût des capitaux propres sur Air Liquide, il est à 7,8, ce qui me semble raisonnable. C'est pas un marché, qui est, très très volatile et en plus les parts de marché sont plutôt stables, donc 7,8 en coût des capitaux propres, c'est pas mal et après le coût de la dette, ils nous mettent 3,08. Ça me semble aussi pertinent, heu, c'est-à-dire que bon, Air Liquide s'endette moins cher que l'État français, mais il faut pas oublier que c'est une boîte qui est mondialisée et donc ils peuvent même émettre de la dette en dollars s'ils veulent, donc bon, ça me semble pas, ça me semble bien, hein, 3,1 de prix de la dette. Et puis ça d'ailleurs, c'est tiré de toute façon des publications de l'entreprise, hein, qui donne son coût moyen, pondéré de la dette. Donc l'un dans l'autre, avec ça, on a 7,2 de coût moyen pondéré du capital. Alors Coifin nous dit qu'on a vraiment les capitaux investis à 10. Ici sur Fiscal AI, ils nous disent qu'on a 8,7. Évidemment, la vérité se trouve dans vos calculs et dans les documents financiers, hein, qu'il faut toujours aller creuser d'ailleurs.
Et donc, on voit que ça crée quand même marginalement de la valeur. Maintenant, je trouve, et ça sera la conclusion de cette analyse, je trouve que cette création de valeur est un petit peu surévaluée. Et à mon avis, c'est parce que cette action est très détenue par les particuliers. Donc je pense qu'il faut attendre un peu de dégonflement de ce multiple avant de vouloir faire avant de faire du Air Liquide. Voilà, je pense qu'encore un peu surévalué. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.